Bienvenue dans la dernière vidéo du chapitre 17 du programme Crystal Clear Electronics 2. Dans cette vidéo, nous allons contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu à l'aide d'un circuit intégré en pont en H avec une commande en boucle ouverte. De plus, nous utiliserons notre microcontrôleur pour traiter les signaux incrémentaux provenant de l'encodeur fixé à l'arbre du moteur. J'aimerais mettre en avant une phrase importante des propos de Rebecca, la commande en boucle ouverte. Nous allons donc simplement mesurer la vitesse et l'afficher à l'écran, mais nous ne l'utiliserons pas comme rétroaction dans notre commande. Vous en apprendrez davantage sur la commande en boucle fermée dans le prochain chapitre. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'une alimentation, plus précisément d'une alimentation affichable, d'une carte de développement comprenant le microcontrôleur STM32 lui-même, d'un écran OLED, d'un moteur avec son encodeur et enfin, mais non des moindres, de la carte de développement équipée d'un circuit intégré en pont en H. Avant l'assemblage, il est très important que l'alimentation et le câble USB ne soient en aucun cas branchés sur la carte de développement. De plus, lors de tout assemblage, ces connecteurs doivent être débranchés du panneau. En d'autres termes, le système doit être mis hors tension. Avant de les rebrancher, il est très important de vérifier à nouveau que tout est correctement connecté. Un mauvais branchement peut endommager la carte. Vous aurez besoin d'une alimentation secteur de 5 volts pour alimenter l'ensemble, car il ne faut pas alimenter le moteur via le port USB de votre ordinateur portable, cela demanderait trop de courant. De plus, si nous observons notre système, vous pouvez voir que le moteur et le panneau de contrôle du moteur se trouvent ici. Ils doivent être connectés à notre microcontrôleur d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons connecter l'encodeur via ce connecteur. Le fil rouge sera l'alimentation 5 volts, le noir sera la masse, le bleu sera le signal du canal B et le vert sera le signal du canal A. Ceux-ci sont connectés aux broches tolérantes 5 volts du microcontrôleur par des résistances de 3,3 kΩ. Ce connecteur d'alimentation vert sert à alimenter le panneau qui contient le circuit intégré en pont en H. Ici, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a 3 broches sur ce connecteur d'alimentation. C'est parce que les broches de communication numérique et les broches de commande du moteur sont séparées sur le circuit intégré. Nous pourrions les alimenter avec des tensions différentes, mais dans cet exemple, ce n'est pas nécessaire puisque tout peut fonctionner en 5 volts. Ce que nous devons faire, c'est connecter les 5 volts à une broche appelée VS et placer ce cavalier, car grâce à ce cavalier, nous relions les broches VS et VD. Une fois que nous avons fait cela, notre circuit intégré est alimenté et l'encodeur de notre moteur est connecté à la carte de développement. Ce qu'il reste à faire, c'est connecter le pont en H au moteur. C'est justement à cela que servent ce connecteur, cet autre connecteur et le fil entre les deux. Ainsi, le pont en H est capable de piloter notre moteur. Le panneau de commande du moteur possède 2 entrées logiques, comme illustré sur cette figure. M1 est une entrée numérique permettant de définir le sens de rotation, et la vitesse de rotation est réglée par un signal PWM appliqué à l'entrée E1. Celles-ci sont reliées aux broches PG1 et PF9 du microcontrôleur à l'aide de fils. Il est très important de connecter l'écran OLED aux bonnes broches. Sinon, l'écran et la carte de développement pourraient être endommagés. Le câblage doit être effectué de la même manière qu'auparavant. Connectez 3,3 volts à la broche VCC, la masse commune à GND et les broches SCL et SDA aux lignes SCL et SDA du périphérique I2C2 du microcontrôleur qui sont disponibles sur les broches PF1 et PF0. N'oubliez pas les résistances de tirage sur les lignes SCL et SDA. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est très important de vérifier à nouveau toutes les connexions avant de brancher l'ordinateur et l'alimentation au panneau. Il existe plusieurs bonnes méthodes pour traiter les signaux de l'encodeur. Certains microcontrôleurs disposent d'un module intégré de traitement d'encodeur. Le microcontrôleur de notre carte de développement possède également ce module, mais cette fois, nous n'utiliserons pas ce port afin de mieux comprendre le fonctionnement du traitement du signal de l'encodeur tout en explorant la partie logicielle.
Pour déterminer le sens de rotation, il faut observer l'ordre dans lequel les niveaux haut et bas des canaux de l'encodeur se succèdent. Pour déterminer la vitesse de rotation, nous allons mesurer le temps écoulé et compter les changements de niveau du signal de l'encodeur au fil du temps. Afin de ne manquer aucun changement de niveau du signal de l'encodeur, appelé changement de front, et de pouvoir tous les traiter en temps réel, les canaux de l'encodeur sont connectés aux entrées d'interruption du microcontrôleur. Ainsi, les changements de front génèrent une interruption. Afin d'éviter que le programme principal interrompu ne doive attendre trop longtemps, il est recommandé d'effectuer uniquement des opérations courtes dans la fonction de gestionnaire d'interruption. Dans le fichier motor.c, la fonction de rappel ALGPIO-XTI sera appelée lorsqu'un front est détecté sur les deux canaux de l'encodeur. La fonction de mise à jour de la position de l'encodeur ne détermine pas seulement le sens de rotation, mais modifie également la valeur de la variable ACT de position de l'encodeur qui compte les impulsions de l'encodeur. Sa valeur augmente lorsque le moteur tourne en avant et diminue lorsqu'il tourne en arrière. Pour déterminer le sens de rotation, il est nécessaire d'examiner l'état des signaux de l'encodeur après la réception d'une interruption et de connaître leur état précédent. La valeur actuelle du signal B de l'encodeur est stockée sur le 4e bit de la variable globale appelée état de l'encodeur. La valeur actuelle du signal A se trouve sur le 3e bit. L'état du signal B précédent se trouve sur le 2e bit et l'état du signal A précédent est stocké sur le 1er bit. Au début de la fonction, les bits contenant les valeurs actuelles sont réinitialisés et remplacés par les valeurs actuelles des canaux A et B de l'encodeur. L'étape suivante est l'évaluation. Les valeurs de l'état de l'encodeur se voient attribuer des états qui sont utilisés pour incrémenter ou décrémenter la position ACT de l'encodeur. Puisque nous utilisons la méthode d'évaluation quadruple, nous devons augmenter le compteur dans 4 cas et le diminuer dans 4 autres cas. Il existe également 4 autres cas où les signaux ne changent pas, bien que cela ne devrait pas arriver puisque cette fonction est appelée depuis le gestionnaire d'interruption qui ne s'exécutera qu'en cas de changement de front. Il y a aussi 4 cas où A et B changent en même temps. Cela ne devrait pas se produire en fonctionnement normal, donc dans de tels cas, nous nous contentons d'incrémenter la valeur d'une variable de compteur d'erreur. La dernière étape consiste à copier les valeurs actuelles dans les valeurs précédentes. Cela se fait en décalant les bits d'état de l'encodeur vers la droite de 2 valeurs locales. Il n'y a rien d'autre à faire dans la fonction de rappel post-interruption, donc le microcontrôleur peut reprendre l'exécution du programme principal interrompu. Pour déterminer la vitesse de rotation actuelle, il faut déclencher un minuteur qui génère une interruption à des intervalles donnés. Ensuite, nous devons vérifier la valeur actuelle de la variable qui compte les impulsions de l'encodeur ainsi que la valeur qu'elle avait lors de l'interruption précédente. Dans l'exemple de code, nous utilisons le minuteur team10 et la fonction de gestion d'interruption HAL_PERIOD_EXPIRED_CALLBACK qui est appelée toutes les 10 millisecondes. La première étape consiste à déterminer de combien la variable de position ACT de l'encodeur a changé entre 2 interruptions. Ensuite, nous calculons l'intervalle auquel le gestionnaire d'interruption s'exécute, ou plus précisément, son inverse, la fréquence. Bien sûr, cela pourrait être une valeur constante de 100 Hz, puisque nous avons réglé le team10 avec une période de 10 millisecondes, mais avec cette méthode, notre logiciel continuera à calculer correctement si nous modifions la période dans le périphérique du minuteur. La vitesse de rotation est donnée en multipliant les valeurs de la variable de différence de position et de la variable de fréquence. Ici, il est important de noter que l'unité de la valeur obtenue sera le changement de valeur du compteur par seconde. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse à laquelle l'arbre du moteur tourne. D'après la fiche technique du moteur, nous savons que le disque magnétique génère 16 impulsions sur un canal lors d'une révolution. Cela implique que nous devrions observer 16 fronts montants sur les 2 canaux A et B par révolution.
Cependant, nous avons incrémenté le compteur dans la fonction de mise à jour de la position de l'encodeur à chaque front montant ou descendant des deux canaux. Donc, la valeur de la variable de différence de position change non pas de 16 par révolution, mais de 16 fois 4. Pour cette raison, nous devons diviser la variable de vitesse par 16 pour le fonctionnement de l'encodeur, puis la diviser à nouveau par 4 pour l'évaluation en quadrature. Cela donne le nombre de révolutions de l'arbre du moteur par seconde. Cela peut être converti en tours par minute, RPM, si on le multiplie par 60. Enfin, la vitesse de l'arbre après la transmission est calculée. Les vitesses mesurées et la valeur de la variable du compteur d'impulsion sont affichées à l'écran dans la fonction main.c. Après avoir traité l'encodeur, nous pouvons passer à l'utilisation du circuit intégré de pont en H. Le panneau de commande du moteur que nous utilisons peut être contrôlé par un signal PWM. La vitesse du moteur peut être modifiée en appuyant sur les boutons. Appuyer sur le bouton 1, qui est le bouton du haut, augmente la vitesse dans le sens positif, tandis qu'appuyer sur le bouton 5, qui est le bouton du bas, diminue la vitesse dans le sens négatif. Chaque pression sur un bouton correspond à une augmentation ou une diminution de 10%. Appuyer sur le bouton 3, qui est le bouton OK, règle le cycle de service à 0. Dans la fonction principale, notre programme commence par l'initialisation, dont la procédure exacte se trouve dans le fichier moteur.c. Le signal souhaité avec le cycle de service désiré est généré à l'aide d'un minuteur. Je ne vais pas détailler cela séparément. La description se trouve au chapitre 15 du programme CCE2. Pendant l'exécution du programme, il lit l'état des boutons et définit la vitesse de rotation souhaitée à l'aide de la fonction motor_set PWDuty%, puis met à jour l'affichage. Je pense que nous avons passé en revue la plupart des parties principales du programme exemple, alors voyons si cela fonctionne vraiment comme nous le voulions. Je voudrais demander à Rebecca de programmer la carte de développement. Je vois que la carte est déjà en cours de programmation. Nous voyons la LED de programmation clignoter et nous attendons que le processus se termine. Et maintenant, nous pouvons déjà voir quelque chose sur l'affichage. Comme vous pouvez le voir, l'étiquette du moteur apparaît. Nous voyons qu'il y a la position de l'encodeur, le régime de l'encodeur, RPM, et le régime de sortie, RPM. Ceux-ci sont maintenant à 0 puisque notre moteur ne tourne pas. Je vais demander à Rebecca d'appuyer sur ce bouton vers le haut et le moteur tressaute un peu mais ne commence pas à tourner. Peut-être que si nous appuyons à nouveau, notre moteur commencera à tourner comme prévu. Et nous pouvons voir que j'appuyais dessus jusqu'à ce que notre signal de référence passe à 100. Comme vous pouvez le voir, sous le carter jaune du moteur, il est effectivement en train de tourner. La vitesse du moteur est maintenant d'environ 10 000 tours par minute. Lorsque ce bouton est pressé, le nombre de tours par minute diminue et le moteur commence à tourner dans l'autre sens. Ici encore, la vitesse maximale est d'environ 10 000 tours par minute. Et si j'appuie sur ce bouton, alors le moteur s'arrête. Vous pouvez voir que la variable de position de l'encodeur vient de s'arrêter à 46 386. Nous voulions vous donner un aperçu du monde du contrôle des moteurs à courant continu à balai avec ce simple programme d'exemple. En réalité, la plupart du temps, lorsqu'il s'agit de résoudre des tâches d'ingénierie, il ne suffit pas d'utiliser un contrôleur ouvert, mais on s'attend à ce que vous mettiez en œuvre une boucle de régulation fermée, par exemple pour maintenir une vitesse constante quel que soit le couple de charge. Les 2 prochains chapitres vous donneront un aperçu du monde de l'automatique, alors nous espérons vous revoir bientôt. Mais pour l'instant, nous vous disons au revoir. Au revoir. Salut.